Magazine, cette question du 15 octobre, ou plutôt 16 octobre 2023. Au menu aujourd'hui, d'abord la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et l'Ituri. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris la décision, après consultation de parties prenantes de deux provinces, il a pris la décision d'alléger la mesure, en tout cas de l'état des sièges qui y est sur les deux provinces. En deuxième partie, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, plus précisément, province où les Wazalendo sont en train de récolter beaucoup de succès sur les terrains contre le M23. Nous allons analyser toute cette question avec moi en plateau pour débattre de cette question. D'abord, Joël Ndonji, qui est président national du parti Renouveau. Monsieur Joël, c'est un plaisir de vous revoir sur le plateau de cette question. Le plaisir est pour moi d'être invité encore aux côtés de mes co-débatteurs pour parler des sujets très importants de notre pays. Je vous remercie pour cette invitation. Voilà les co-débatteurs qui ne sont d'autres que Crispin Salomon, qui rentre après plusieurs semaines d'absence sur le plateau de cette question. Crispin Salomon, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation, seulement après plusieurs semaines. Je salue les co-débatteurs ainsi que des milliers d'auditeurs et téléspectateurs de Mikouba Radio et Télé. Voilà, il signe son retour après quelques semaines également d'absence. Christian Messi, cadre du parti Ensemble pour la République au niveau du Lualaba. Monsieur Christian, c'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, monsieur Léopold. Je salue les co-débatteurs, je salue les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, tous les Congolais, je les salue. Merci. Voilà, chers invités, cette émission, cette télévision est internationale, mais on ne peut pas s'empêcher de commencer ce débat par balayer l'actualité au niveau de la province du Lualaba, province où il s'est déroulé quelque chose sûrement cette semaine, parce que le président de la République y était déjà la semaine d'avant. La question va être posée à Crispin Salomon, qui va en tout cas faire un coup de gueule sur l'actualité de la province. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui a retenu votre attention cette semaine au Lualaba? Merci beaucoup, cher ami, pour la question. D'ailleurs, je vais d'emblée directement parler de la première information, juste le retour du chef de l'État après son séjour de plus de 72 heures à Kolwezi, qui est rentré non seulement déposer sa candidature aux prochaines élections générales de décembre 2023, mais la chose qui a attiré encore notre attention, c'était les fleurs que le chef de l'État aurait données à son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka, devant tout ce pléthore de l'Union sacrée qui était là. Pourquoi vous dites aurait donné? Pourquoi vous utilisez les conditionnels? Bon, puisque c'est déjà un fait qui venait de passer. Je ne vais pas parler au présent puisque c'est un fait du passé. D'accord. Et non seulement que le chef de l'État jetait des fleurs sur ce qu'il a vécu au Lualaba, qui est devenu le plus grand exemple à travers la République, et il dit qu'il espère que le leadership qu'incarne Madame Fifi Masuka, c'est un leadership exemplaire qu'il faudra copier, qu'il faudra imiter et qu'il faut soutenir. Ça, c'est quelque chose qui a attiré notre attention. Donc, nous, aujourd'hui, Lualabé, qui sommes gérés par cette dame, nous sommes très fiers et nous devons la soutenir pourvu que nous puissions aller l'avant. Et aussi, avant-hier, il y a eu la sortie officielle de la plateforme Fifi Masuka Sahel, regroupant l'Alliance des nationalistes, l'Alliance 2024 et l'Alliance 2025. Donc une grande formation politique ou un grand regroupement politique que chapeaute Mme Masuka, qui n'a que pour objectif de pouvoir réunir non seulement la majorité dans les institutions provinciales à travers la République, et surtout accompagner le président de la République pour sa réélection. Merci bien, Christian Amissi. Vous avez quelque chose à dire sur l'actualité provinciale? Oui, merci beaucoup. Je ne serai pas là pour chercher à faire quoi? À faire plaire à quelqu'un. Là, je suis là pour parler à tous les Congolais, dire à tous les Congolais que ce qui s'est passé ici au Lualaba, à Kolwezi précisément, c'est pas correct. On a privé les simples citoyens, les drivers, les chauffeurs. Ils ont été privés pendant 3 jours sans versement parce que les chefs de l'État devraient passer quelque part et on a bloqué des routes. Non mais c'est un coup de gueule. Permettez. Vous parlez de qui? Qui les a bloqués? Qui est le sujet de cette phrase? Je parle du président de la République, la délégation du chef de l'État. Oui.
Lorsque le président de la République était ici à Kolwezi, nous avons vu comment les gens ont souffert pour se déplacer vers la ville. Nous avons vu les gens comment ils n'ont pas eu le temps de passer sur le pont. On a obligé la population de marcher à côté là où il n'y a pas de route. Tout simplement parce que les chefs d'État vont passer sur cette route après 17h, à 17h, mais on bloque la route à partir de 12h. Ce sont des choses qu'on décrit. Et on est en train d'applaudir ici, soi-disant qu'on a jeté des fleurs à madame le gouverneur. Je suis d'accord, elle est en train de faire un grand travail ici dans la ville de Kolwezi. Je suis d'accord. Mais quand on regarde Vous limitez son travail à la ville? Je limite son travail à travers la ville de Kolwezi, parce que c'est une réalité. Quand vous allez à l'intérieur de la province, la population est en train de souffrir. Vous allez à n'importe, à Dilolo, à Sando, à partout, vous allez voir la misère de la population. Non, mais là ce travail se confond au travail du maire de la ville. Permettez. C'est ce que je voulais dire ici. Oui, peut-être les gens qui sont ici sont en train de vouloir faire voir qu'ils aiment madame le gouverneur ou madame Laï gouverneur, je ne sais pas comment ils peuvent l'appeler, mais nous vivons dans une situation où on ne respecte pas la Constitution. Et M. Crispin passe ici pour applaudir des choses qu'on est en train de combattre. Non, mais il n'a pas applaudi, il a dit les faits. Il a applaudi, c'est applaudir. Vous pensez que ça, c'est quoi? Tout ce que je suis en train de dénoncer ici, ce sont des choses qu'on a combattues ensemble avec l'IDPS. L'anarchie. Ce qui se passe ici, les histoires qu'on est en train d'arranger, les routes par-ci, par-là, c'est la redevance minière. On ne peut pas oublier ça. Les routes qu'on arrange dans chaque quartier, c'est la redevance minière. Mais on ne peut pas passer ici, soi-disant, on doit prendre l'exemple. Est-ce que si on va à Isiro, il y a est-ce qu'il y a la redevance minière? Est-ce qu'on respecte la loi sur la redevance minière? Non, on ne respecte pas. La population vit dans la misère. Merci. Donc, tout ce que ceux qui sont en train de bouffer quelque chose pendant ces temps ici, il reste seulement un temps et demain après-demain, la population va les sanctionner. Non mais Christian Messi qui commence l'émission très fort avec beaucoup d'émotions, il est très négatif sur l'actualité au niveau provincial. Joël Ndonji, vous avez quelque chose à dire sur ce qui s'est déroulé en province cette semaine? Non, bon, j'ai seulement retenu que le Lualaba est une province où tout le monde est concentré, les yeux de tout le monde est concentré sur le Lualaba. Vous savez que le chef de l'État ne se déplace pas n'importe comment. Quand il est venu au Lualaba, c'est-à-dire le Lualaba attire l'attention du chef de l'État. Pour ça, on a aussi retenu qu'on a découvert quand même quelques exploits, quelques activités qui ont été faites, que la population ne connaissait pas, notamment la construction de l'Assemblée provinciale, et d'autres bâtiments qu'on a eu à découvrir après le passage du chef de l'État. Ça, c'est un point positif qu'on doit encourager que le gestionnaire de cette province soit en train de bel et bien travailler. Oui. Je sais qu'on ne peut pas dire que tout est déjà fait au Lualaba, non. Le développement, c'est un processus. Ça commence par quelque part, on avance. On a commencé à l'époque du gouverneur Moïse, je crois. Mais lors du Grand Katanga. Dans le Grand Katanga, oui. Kolwezi même n'était pas comme ça. Parce que c'est comme ça, apparemment c'est comme ça que ça s'est fait. Si lui, il est de l'ensemble, il comprend que c'est comme ça que ça se joue. À l'époque de Moïse, tous les efforts étaient concentrés sur Lubumbashi. Moi, j'ai passé une fois ici, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit... On va vous donner la parole, Christian Michi. Non, on va vous donner la parole, oui. On va vous donner la parole, chacun a son temps de parole. Vous n'avez pas la police de débat. Oui, allez-y. Je crois qu'ici, à Kolwezi, on enterrait les gens à vélo. On prend quelqu'un... Quelqu'un me l'a dit ici, aujourd'hui même, on prenait quelqu'un au vélo, on est en train de l'enterrer. Mais le Lualaba d'après Moïse, et pendant Moïse et après Moïse, et le Lualaba que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a eu l'amélioration. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le Lualaba est en train de se transformer du jour au jour. On ne peut pas comparer Kolwezi de Moïse et Kolwezi d'aujourd'hui.
Là, je voulais seulement répondre pour dire que les efforts de Fifi est concentrés sur Kolwezi. Je crois que ça, c'est le comportement en fait, de tout le monde. Moïse l'a fait, il s'est concentré à Lubumbashi. Et Fifi aujourd'hui se concentre sur Kolwezi. Espérons que demain, ça sera le tour de Kassaji. L'essentiel. On va vous donner la parole, monsieur. Il y a quelque chose vous aurez votre parole. D'être fait, oui. Nous allons le reconnaître. Mais ce qui doit être critiqué, nous allons le critiquer. Parce que tout le là-bas aujourd'hui n'a pas encore atteint son niveau de développement. Mais on a commencé par quelque part. Kolwezi est parfait aujourd'hui. Voilà, merci bien. Merci. Vous avez quelque chose à dire en quelques secondes rapidement? Bien sûr. Je voudrais d'abord demander à notre jeune politicien d'ensemble d'avoir quand même la culture d'un débat démocratique. Lorsque quelqu'un parle, vous le laissez parler, vous allez réagir. Soyez quand même apaisés, chers opposants. À un certain moment, quand nous sommes devant la télé, c'est devant des personnes respectables que nous devons respecter également. Donc, apaisons-nous, vous aurez votre temps de réagir. Je voudrais juste dire quelque chose ici. Vous savez qu'à un moment, lorsque vous apprenez à débattre, apprenez également comment le faire. Vous aviez posé une question simple. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine? C'est la semaine après le départ du chef de l'État. Mais notre ami opposant revient sur le séjour du chef de l'État. Mais non, quand même. Nous parlons d'une semaine, de la semaine d'après le départ du chef. Donc, ne pensez pas que nous venons ici pour flatter quelqu'un. Non, nous disons des choses vraies. Et ce que disait mon frère Joël ici est clair. Est clair. Mais lorsque nous sommes en province, tout commence d'abord par le chef-lieu. Et même à l'époque. Mais ne se limite pas qu'au chef-lieu. Mais peut-être pour lui, cela se limite à Kolwezi. Mais je le rappelle, le pont rouge qui s'est effondré et qui est refait aujourd'hui. Le pont ici, à côté, à Muchacha, qui est refait. Lorsque vous allez à Kassaji et même partout à Dilolo et partout ailleurs. Aujourd'hui, on est en train de remettre le courant entre Kafakumba, Dilolo et partout ailleurs. C'est à Kolwezi. Lorsque vous allez à Lubudi, vous trouvez qu'il y a des centres de santé, des hôpitaux et même des écoles qui sont construites. Ça, c'est dans le 145 territoires. Je parle bien. La nationale numéro 1, sur laquelle nous travaillons. Mais alors, est-ce que c'est à Kolwezi? Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Oui. Parce que concluez rapidement. Le débat des caniveaux. Moi, je ne vais pas le suivre là-bas. Écoutez, le problème, c'est que nous, ici, vous savez, même Jésus, en Israël, personne ne pouvait croire en lui. Ce n'était qu'après qu'il soit décédé, que tout le monde s'est rendu compte réellement que c'était lui le Messie. Et je comprends le comportement de certains compatriotes de l'Oualabé. Tant que Mme Fifi Masuka est encore avec nous ici, bon, tous les opposants et tous ces détracteurs pensent qu'il faut venir sur un plateau de télévision, l'insulter, dire tout ce qui est faux, et penser peut-être que c'est ça fait l'opposition. Non, mais par contre, nous, des esprits éclairés, nous devons l'encourager, nous devons le soutenir et dire des choses telles qu'elles sont. Je voudrais rappeler à notre ami ici, rapidement. Mais qui est plus informé ou le mieux informé de tous les citoyens qu'un président de la République? Et lorsque le chef de l'État dit, s'il y a un leadership à encourager, c'est Mme Fifi Masuka. Et c'est un certain Christian Amissi, ici à Kolwezi, qui parle d'ailleurs de Kassaji où il n'a jamais été, qui parle de Dilolo où il n'a jamais été, et qui croit peut-être que lui connaît mieux le Congo que Tshisekedi, qui le dit. Non, avec un peu plus d'élégance, Christian Salomon. Oui. Non, mais qu'on se dise quand même certaines vérités, puisque nous sommes devant la télé. Oui. Vous savez, le président de la République est le citoyen le mieux informé de tout, et lorsqu'il dit des choses, il peut aussi recevoir de rapports erronés. Et aussi. Il peut recevoir de rapports erronés. Lui-même était sur place ici. Oui. Donc, il n'était pas question de rapport, et lui-même l'a dit. J'ai été à Kolwezi il y a 2 ans, et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est plus que ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce discours. Donc, le problème ici, c'est que nous disons des choses qui sont vraies. Et si notre ami estime que nous avions mal travaillé, ou que Mme Masuka a mal travaillé, que lui attende les sanctions. Mais qu'il les attende. Merci. Nous allons aux élections. Nous ne sommes pas contre que si les citoyens estiment qu'ils nous sanctionneraient ou qu'ils nous mettraient de côté, nous partirons. Donc, sentez-vous à l'aise, disons les choses telles qu'elles sont. Ne pensez pas que vous connaissez mieux la province que nous, merci. Ou que vous avez le souci de la province mieux que nous qui sommes là aujourd'hui. Nous travaillons et nous sommes là pour travailler pour l'intérêt de ce peuple. En 10 secondes, Christian Salomon, Christian Amissi, pardon. Oui. Pas être en 10 secondes. Okay. Il y a beaucoup à dire.
Je voulais d'abord recadrer les présidents, je ne sais pas de quel parti. Le président président national du Renouveau. Ok. Un président national. Le président. Ouais, c'est pas ce problème. Moïse Katumbi, vous soyez le président. Vous venez de me. C'est pas si. Donc je vous dis que je suis le président national du Renouveau. Président national comme Moïse Katumbi, président de l'ensemble. Vous allez remarquer qu'on nous prodigue des conseils pour ne pas intervenir lorsque quelqu'un est en train de parler, ou peut-être de parler, mais donner juste la précision, c'est tout. Mais on a intervenu comme... Rapidement. Alors, je voudrais recadrer M. Crispin Saloum avant de rentrer... chez le président, oui, M. Joël. M. Crispin Saloum est en train de me faire voir ici que je suis ici pour parler de Mme Fifi Masuka. Non, moi j'attaque la cause. La cause, c'est le président de la République qui autorise l'anarchie, qui ne respecte pas la Constitution. Je ne suis pas dans ces... Respecter la Constitution comment? Lorsque un gouverneur démissionne, qu'est-ce que dit la Constitution après? C'est de ça que je parle. On ne respecte pas la Constitution dans la province du Lualaba. Et le président ferme l'œil sur ça. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. Complètement. Mais il peut dire ce que... Alors, je vais le dire. N'oriente pas mes idées par rapport à ce que toi vous voulez. Alors, il parle que il est là. Si le président a jeté des fleurs, c'est parce que il a constaté que les gens ont évolué. Il parlait du pont, je ne sais pas quel pont il a parlé. Mais traite-moi, je n'ai jamais mis mes pieds au niveau de Dilolo ou Sando ou Muchacha. Moi, Christian Amis, tous les 5 territoires. Moi, Christian Amis, ce que vous voyez ici, j'ai déjà mis mes pieds partout dans cette province. Oui. Dans cette province. Allez-y. Même Crispin Saloum, là où il est. Il sait très bien, il n'a jamais mis ses pieds à Dilolo. Non, mais ça, c'est un autre débat. Non, c'est juste parce qu'il a voulu dénigrer le nom de Christian Amissi. C'est un autre dépersonnalisé. Christian Amissi, c'est un défenseur de tous les Lualabés. Donc, ici, quand je passe ici, je ne défends pas seulement les membres de Ensemble. Maintenant, par rapport aux œuvres réalisées par Mme Masuka, moi, je ne néglige pas la volonté de la continuité de ce que Mme Masuka fait. Je n'ai pas dénigré ça. J'ai apprécié d'ailleurs. J'ai dit, nous encourageons des choses pareilles. Ce sont des choses qu'on encourage. Mais les choses ne peuvent pas se limiter seulement dans la vie des Il a parlé du pont rouge. Il a parlé des écoles qui sont construites dans le Boudi. Poser des questions à ces gens qui habitent de ces coins-là, ils vont vous dire. Donc, quand on parle ici, on ne vient pas ici pour plaire à quelqu'un, que je le dis encore. Oui. Donc, les Lualaba et la ville de Kolwezi, monsieur a parlé que Moïse avait concentré tout son effort au niveau de la ville de Lubumbashi. C'est faux. Les gens étaient enterrés. C'est faux. La route vous ici devant. Permettez, je ne parle pas. La route ici, l'avenue Lumumba, l'avenue du 30 juin, je vais citer tant d'avenues ici que le gouvernement du Grand Katanga avait réalisé. Monsieur, si vous n'êtes pas du Lualaba, posez-nous la question. Moi, je suis ici au Lualaba et à Kolwezi depuis 2007. Je connais ce qui se passe ici. Non, mais peut-être lui est né ici. Mais peut-être il est né parti après. C'est ça le débat. Peut-être que lui est né ici. Permettez. S'il est d'ici et il est parti, moi je suis ici et je connais les réalités. Comment Moïse Katumbi a trouvé la province du Grand Katanga et jusqu'à ce point, aujourd'hui, on le compare toujours. Il est devenu limité de mesure. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Nous allons évoluer. Parce que je sais que derrière chers invités, de défendre, vous voulez seulement pour avoir des postes par-ci, par-là. C'est ça. Nous rappelons au président Joël Ndondi, à monsieur Christian, que ça, ce n'est pas un terrain de boxe. C'est pas un terrain de boxe, c'est un plateau tout à fait... ça va, c'était... Justement. Tous défendons des idées. On veut m'amener sur un terrain où je dois chanter pour quelqu'un, je ne le ferai plus jamais. Merci Joël. Les œuvres, je peux vous dire, je compare, je vous dis la vérité. Je ne suis pas un chanteur de quelqu'un, ça je ne le ferai plus jamais. Merci, monsieur. Nous allons évoluer dans le débat. Nous allons prendre le premier thème de ce débat. On va parler de l'allocution du chef de l'État. Le chef de l'État qui, après consultation, il y a eu travaux préparatoires sur la table ronde sur l'état des sièges. Il y a eu la table ronde elle-même en août dernier où les forces vives de 2 provinces qui sont sous état des sièges, le Nord Kivu et l'Ituri, ont essayé de cogiter
sur la solution qui doit être donnée à l'insécurité qui continue de sévir dans cette région. Le président de la République a décidé d'alléger, en tout cas, les dispositions qui sont prises sur les deux provinces. Crispin Salomon, quelle a été votre lecture de la décision du chef de l'État? Merci bien pour la question. Permettez quand même, c'est juste quelques secondes. Je voulais juste dire à notre ami que nous ne cherchons pas des postes puisque nous les avons déjà. Le débat évolue. Voilà, le débat évolue. Voilà, Allez-y. donc, nous ne cherchons pas les postes, nous les avons. Oui. Voilà. Le discours du chef de l'État, lorsque je l'ai suivi, j'ai compris juste qu'il a pris des mesures intermédiaires. Oui. Donc, au lieu d'aller directement à la levée de l'état de siège, il a préféré prendre un temps intermédiaire pour essayer de remettre les choses petit à petit à la normale. Ce qui a fait qu'il a décidé simplement qu'au sommet des deux provinces, il reste des gouverneurs militaires, mais que les autres entités soient gérées par les autorités civiles qui étaient déjà en latence. Donc, je crois que c'est juste une mesure pour voir comment est-ce qu'on va rétablir totalement l'autorité civile dans ces deux provinces. Mais c'est vrai que la volonté de tous ceux qui avaient participé à la table ronde était que l'on puisse lever l'état de siège, mais je crois qu'y aller assez rapidement serait peut-être une erreur stratégique. On ne peut pas étaler toutes les stratégies de défense et de sécurité sur des plateaux de télévision, autant que le président de la République lui-même ne pouvait pas tout dire dans son discours, mais nous avions compris que la volonté était que l'on puisse mettre fin à l'état de siège, mais nous devons y aller progressivement. Est-ce que Crispin Salomon, le chef de l'État, a accepté implicitement l'échec de la mesure qu'il Non, mais lever l'état de siège n'était pas conditionné que par l'échec ou la réussite, non. L'état de siège, lui-même l'a dit, était une mesure exceptionnelle au regard des réalités socio-politico-sécuritaires que nous avions en ce moment-là. Et tant que la Constitution le permet, il n'y a pas de mal à pouvoir aller à l'état de siège. Et aussi, lever l'état de siège n'était pas conditionné à un certain échec ou à une certaine réussite, non. Je crois que les réalités sur le terrain ont sensiblement évolué. La situation a sensiblement évolué par rapport à... Évolué dans le bon ou dans le mal? Évolué dans le bon, dans le bon. Positivement. Mais positivement, puisque sinon, on n'aurait pas rétabli les autorités civiles à la tête des communes, des villes et autres, des territoires, s'il n'y avait rien de bon. Et je crois qu'ici, il y en a qui peuvent penser que tout a été faux ou tout a été mal pendant l'état de siège. Non. Et nous l'avions dit une fois ici lorsque nous en parlions. La question sécuritaire au nord de la République, au nord-est, c'est-à-dire dans toutes ces provinces-là, l'Ituri, le nord Kivu, le sud Kivu, et même le Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, et même une partie du Maniema, c'est une situation assez délicate qu'on ne peut pas l'imaginer ou l'analyser en prenant des éléments épars. Non. Nous devons prendre cette situation dans sa globalité et nous le savons. Tout le monde sait que tout ce qui se passe dans cette partie de la République n'est que la conséquence d'un complot ourdi contre notre République par l'Occident, utilisant le Rwanda et d'autres pays limitrophes. Et je ne pense pas qu'un citoyen peut venir ici penser que non, c'est par une petite décision ou peut-être s'il y aurait mort quelque part aujourd'hui et que bon, ça va, tout a été faux, tout est un échec. Non, il y a eu des avancées. Aujourd'hui, nous en parlerons d'ailleurs dans la deuxième partie puisque vous avez parlé de Wazalendo. Mais lorsque vous voyez tout ce qui s'est fait, cela veut dire qu'à un certain moment, tous ceux qui nous agressent, particulièrement les Rwandais, avec le supplétif M23, on a compris qu'il fallait maintenant les maîtriser. Et ils sont maîtrisés aujourd'hui. Donc, ils sont maîtrisés, c'est ce que vous dites. Mais ne vous en faites pas, ils sont maîtrisés. Voilà, ils ne peuvent plus avancer. Donc, ici, le chef a vu qu'il y a eu des avancées positives et qu'il fallait alléger cette mesure, donc prendre des mesures intermédiaires avant d'aller à la levée définitive de l'état de siège. Oui, Joël Ndondi, aujourd'hui, s'il faut parler de choisir entre l'échec et la réussite, pour parler de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, quel est le concept que vous allez choisir entre les deux? L'échec. L'échec. Allez-y, expliquez-vous. Je ne parlerai pas comme notre ami Salomon. Oui. Je crois que l'état de siège nous a retardé un peu. Ce n'est pas ce qu'on pensait.
L'état de siège est constitutionnel, comme il a dit. C'est normal que si une partie du territoire est agressée et que le civil échoue, d'arriver à rétablir l'ordre. Il faut mettre les militaires, donner les militaires à de prendre toutes les décisions qui s'y posent. Mais d'abord, il y a eu violation parce que le délai même de l'état de siège prévu par la loi a été dépassé. Plusieurs fois, il y a eu prorogation de cet état de siège. Mais si nous voulons comparer la situation avant état de siège, pendant et après, moi je vais dire que l'état de siège n'a pas convaincu comme on le pensait. Parce que quand on met un militaire à la tête de la province, un militaire à la tête de la commune, tout a été militarisé, c'est-à-dire que la force devait être plus remarquable qu'avant. On ne pouvait même pas voir le M23 au Nord Kivu. Mais on a vu le M23 conquérir certains territoires, le M23 prendre possession de certaines villes, certains villages, le M23 a cartonné. Là, je peux dire que c'est pendant les temps de siège qu'on a eu à perdre même une partie de notre territoire national. Donc je ne peux pas dire qu'on a réussi. Non. Ça serait nous flatter à l'intérieur de nous-mêmes. Et cet esprit de lever, je félicite ici le chef de l'État, de lever progressivement. Bon, c'est stratégique. Là, je suis d'accord avec Saloumou parce que sur le plan sécuritaire, il y a ce qui a été mis en place. On ne peut pas du coup dire on arrête tout. Les mêmes militaires pourraient se retourner contre... Parce qu'il y a eu des militaires partout. Et vous le dites que désormais, c'est les civils qui vous gèrent. Donc le pouvoir ne se donne pas comme ça gratuitement. Joël Ndonji, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que l'attitude du chef de l'État peut s'expliquer par le fait que les autorités, les chefs, les aînés n'acceptent pas ouvertement leurs échecs. Le chef de l'État veut accepter son échec, mais il est tenté en tant qu'autorité, il ne peut pas le dire tout haut, dire non, voilà, on lève. Quand vous dites aîné, vous faites les aînés, le grand en termes d'âge, les chefs, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas facilement. Mais plusieurs fois, le chef de l'État, il est franc. Plusieurs fois, il a dit qu'ici, on a échoué. Par exemple, la justice n'a pas bien travaillé sur le plan. Donc, il accepte. Mais je crois que c'est la procédure qu'il est en train d'utiliser. Mais si ça dépendait que de moi, allez-y, cet état de siège aurait disparaître depuis longtemps. Il a traîné les pieds. Donc, on devait lever, après 3 ou 6 mois, on aurait déjà levé cet état de siège-là. Merci. Mais ça nous a retardé. Bon, je crois que je peux le dire comme ça en étant moi. Je ne suis pas chef de l'État. Quand le chef de l'État prend certaines décisions, c'est-à-dire il voit plus que moi. Oui. Je le concède ça, mais mon vœu à moi est que le chef de l'État prenne les décisions au plus vite pour lever totalement cet état de siège au Nord Kivu, ça ne nous apporte à rien. Merci, monsieur le président du parti Renouveau, Christian Amici, le chef de l'État qui finalement accepte de lever progressivement l'état de siège. Je vois que vous avez beaucoup à dire en travers de la gorge, je vous laisse le temps. Merci beaucoup, monsieur Léopold. On doit dire la vérité à la population congolaise qui est en train de nous suivre en ce moment. Est-ce que le chef de l'État, quel était l'objectif de l'état de siège en déclarant l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri? L'objectif, c'était quoi? Le but, c'était quoi? C'était d'arrêter, de stopper les groupes armés. Oui, justement. Parce qu'il y avait des incursions des groupes armés à l'est de la République. C'était ça l'objectif. Mais non, pendant ces temps, quand il a déclaré l'état de siège, tous croyaient on a cru qu'on allait vraiment terminer la guerre. Maintenant, la question qu'on doit se poser ici, est-ce que les billes que le président de la République s'est donné pour terminer la guerre à l'Est, terminer les groupuscules des milices qui existaient dans et qui continuent d'exister, bien sûr. Est-ce qu'on a atteint ces objectifs? Non. Pour qu'on puisse alléger l'état de siège, on doit normalement évaluer comme ils ont fait et ils se sont rendus compte qu'ils ont échoué. Parce que dans 2 ans, on a trouvé une province où il n'y avait pas des territoires occupés et on a occupé des territoires pendant l'état de siège. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas.
Et pendant ce temps-là, ceux qui occupent nos territoires disent qu'ils étaient en connivence avec les pouvoirs en place pendant 14 mois. Et vous le Parce croyez? que tout simplement, on n'a pas respecté les accords. Vous croyez ce qu'ils disent? Mais c'est entre eux. Nous, on n'était pas là quand ils disaient tout ça. Allez-y. Voilà un peu. Donc la situation actuelle, pour dire tout simplement que l'état des sièges, on est en train d'alléger, on n'a pas atteint les objectifs. Parce que pour alléger ou alléger l'état des sièges ou alléger quelques restrictions, on doit se rassurer que tout est en ordre. Parce que jusqu'à l'heure à preuve du contraire, l'armée est là et on nous a amené l'EAC. Que fait l'EAC à l'est du pays? Que fait la MONUSCO à l'est du pays? Il y a les groupes armés qui augmentent. On ne comprend pas. Donc, pour moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a plusieurs types de maï-maï sur les terrains. Maï-maï Tcheka, maï-maï Yakutumba. L'insécurité a augmenté, c'est alors qu'il allège l'état des sièges. Oui. Donc, je ne comprends absolument pas. Donc, est-ce que, je me pose la question parfois, est-ce que le président de la République, il a des bons conseillers ou il a seulement des amis qui sont tout autour de lui qui lui disent non, nous sommes à la fin des... Non, mais écoutez, c'est quand même deux ans et quelques mois, il a pris le temps de réfléchir. Il a réfléchi après 2 ans, alors qu'on lui demandait d'enlever l'état des sièges depuis longtemps. Qu'est-ce qui empêchait à ceux qui puissent stopper ou arrêter l'état des sièges? Personne. On ne comprend. Moi, personnellement, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant que je suis en train de parler, je ne comprends absolument rien. Parce que, en ce moment, c'est le moment qu'on devrait garder l'état des sièges. Parce que nos amis qui sont là-bas, ils sont en insécurité. C'était quoi l'objectif principal? Parce que c'est que nous, on nous a présenté. Christian, vous avez la parole, je vous pose une question dans la même veine. Est-ce que les récents massacres de Ouazalendo à Goma, ce massacre a contribué à ce que le chef de l'État prenne la décision d'élever l'état de siège? On a tué plusieurs dizaines des éléments de force d'autodéfense. Vous savez, à l'époque des Kabila, lorsqu'on massacrait les gens, on disait que c'est Kabila qui massacrait les gens. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on est en train de vouloir donner... de protéger d'autres personnes pour dire que ce n'est pas les présidents de protéger de la République, de protéger des présidents de la République, qu'on doit les dire clairement. Comment la garde républicaine est contrôlée par qui? Il y a un procès. Attendez. On est en train de réfléchir à haute voix. Justement. La garde républicaine, elle est sous le contrôle de commandement de qui? Donc la garde républicaine a une mission spéciale, protéger le président de la République. Mais comment se fait-il que c'est la garde républicaine qui est en train de massacrer sa propre population? On ne comprend pas. Donc moi, personnellement, pour entrer dans ces jeux-là, on a massacré nos frères et les gens doivent assumer. Ils ont massacré et ils doivent assumer cela. Donc moi, je pense que les massacres des Goma, moi, je pense qu'il y a ceux qui sont, il y a une mascarade de procès et on est en train de condamner le monsieur, comment on appelle le monsieur, les chefs spirituels de Ouazalendo. On l'a condamné parce que qu'est-ce qu'ils réclamaient ces gens-là? Ils réclamaient le départ de la MONUSCO, le départ de nos amis de l'Est, de l'EAC. Merci Christian. Voilà un peu. Oui. Donc tout ce que moi je peux conclure en ce moment, c'est alléger ou ne pas alléger, parce que la situation nous sommes dans une situation très compliquée au niveau de l'Ituri et au niveau du Nord Kivu. Donc moi je pense que ce n'était pas le bon moment de faire ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont fait ça tardivement, exactement. Oui. Ils devraient normalement alléger depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que c'est attendre seulement aujourd'hui pour alléger cela? Donc, voilà la question qu'on va poser à Crispin Salomon. Est-ce que vous pensez que c'est parce que nous sommes dans un contexte électoral que le chef de l'État prend finalement cette décision? Cher ami Léopold, je voudrais d'abord dire à notre ami ici que nous parlons de l'allègement progressif de l'état de siège.
nous ne parlons pas des massacres de Goma. Non, mais il y a un contour. Il y a un contour. Justement. S'il vous plaît. On l'écoute. S'il vous plaît. On l'écoute. Permettez. Il faut orienter M. Crispin Saloum. Il y a un contour. Moi, j'ai parlé des massacres de Goma parce que vous m'avez posé une question. Donc, moi, je ne suis pas entré dedans si vous ne m'avez pas posé une question. Voilà, justement. Au même moment qu'ils disent qu'il ne comprend rien, donc il ne sait rien. Il ne comprend même pas la raison pour laquelle on a décrété l'état de siège. Et il dit, il ne sait même pas pourquoi c'est aujourd'hui qu'on l'aurait allégé. Bon, s'il ne sait pas le pourquoi, qu'il laisse quand même... Non, mais Crispin Salomon, on met de côté les noms d'oiseaux, on rentre dans les débats. Non, mais je suis dans le débat. Oui, je sais. Pourquoi a-t-on allégé l'état de siège? Je l'ai dit dans ma première partie d'intervention. Après la table ronde, après que le chef ait réuni tous les éléments qui lui ont été donnés par toutes les autorités politico-administratives et même militaires, on a estimé qu'il y a eu des avancées par rapport à la situation que nous avions il y a 2 ans et qu'il fallait nécessairement aller à la levée de l'état de siège. Non, Crispin Salomon, il y a 2 ans, est-ce que Bunagana dans le Nord Kivu était dans les mains de M23 il y a 2 ans? Quand on parle des avancées, on parle de quoi justement? Il y a 2 ans, est-ce que Bunagana était... Le territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu était-il en main de M23 il y a 2 ans? Mais quand on parle d'avancée, je veux bien comprendre, M. Crispin Salomon. Merci bien. Allez-y. Je vous l'ai dit ici, cher ami. La situation de l'insécurité dans toutes ces provinces que j'ai citées est presque une toile d'araignée. C'est une toile. C'est complexe. Elle est tellement complexe qu'on ne peut pas l'évaluer, l'analyser en prenant une petite portion de la situation. C'est ce que je suis en train de dire et c'est ce que nous devons comprendre. Donc, ne pensez pas que si Bunagana, même si Bunagana serait libre aujourd'hui, est-ce que nous avons résolu le grand problème? Le grand problème, c'est lequel? Mettre fin une fois pour toutes à l'insécurité qui sévit dans notre pays. C'est ça la raison. Alors, la question des élections. Pas que je vous ai parlé ici d'autres provinces, puisque ici, l'état de siège ne concernait que 2. Le Nord Kivu et l'Ituri. Mais je vous dis qu'il y a l'insécurité au Sud Kivu, au Maniema, et même dans le Bas-Ouélé, au Touélé et ailleurs. Donc, le problème, c'est que cette situation, par rapport à la situation générale, je l'ai dit, il y a eu des avancées significatives qui font que, au lieu d'aller directement pour des raisons purement sécuritaires et non électoralistes, non, rien à voir avec les élections, des raisons sécuritaires, des raisons stratégiques, nous allons à la levée de l'état de siège en passant par des mesures intermédiaires. Merci. Et nous ne pouvons pas tout étaler ici. Bon, le problème, c'est que Joël a donné un petit exemple. On ne peut pas demander à plus de 50 000 militaires, par exemple, qui étaient dans une partie de l'ONU, on leur dit, demain déjà, vous devez quitter directement. Non. Non, mais quand il parlait d'échec, je vous ai vu acquiescer, vous hochez la tête. Non. Oui. Nous, l'état de siège n'a pas été un échec, cher ami. Je vous dis, nous, ici, tels que nous sommes là, nous n'avons pas tous les éléments qui rentraient en jeu, puisque nous n'avons été dans aucune commission sécuritaire qui allait, ni en Ituri, ni au Nord Kivu. Il y a eu augmentation des recettes, c'est ce que disait le gouvernement. Bon, moi je ne vais pas rentrer sur les éléments, puisque je vous dis, ne prenons pas cette situation sur base des éléments distincts ou des éléments éparses. Non. Si nous y allons comme ça, nous allons faire une analyse biaisée. De manière holistique. Le chef, après avoir consulté tout le monde, a reçu les rapports, a estimé qu'il faille lever cet état de siège. Mais il y va de manière progressive. Merci. Qui est hautement sécuritaire et stratégique. Et je voudrais rappeler ici que... Rapidement. L'état de siège n'a pas été une réussite et moins encore un échec. Ce n'était qu'une mesure exceptionnelle que nous avions mise en place. Et alors, s'il y a des compatriotes qui estiment que c'était un échec, libre à eux. Mais au moins, je reste convaincu qu'à ce jour, le chef s'est rendu compte qu'il y a eu des éléments qui ont évolué et
qui ont fait que nous devons lever cette mesure, mais de manière graduelle. On ne condamne pas le chef, c'est ce que vous dites? Bon, je ne dis pas que l'on ne peut pas condamner le chef, non. Oui. Mais je vais le condamner sur base de quoi? D'avoir mis à profit une disposition constitutionnelle, celle de décréter l'état de siège. Merci. Merci. De fil en aiguille, on va passer. De fil en aiguille, nous sommes en tout cas sur la situation sécuritaire. On va vous redonner la parole, on va parler de Ouazalendo, ce jeunes gens qui sont des forces d'autodéfense qui ont récolté en tout cas beaucoup de succès sur les terrains. Ils ont repris le territoire de Massissi demain du M23. On a vu plusieurs communiqués de rebelles du M23 qui étaient en train de parler de cette situation. Dans un sujet à la télévision il y a quelques jours, Joël Ndodji, vous étiez un peu sceptique sur l'action on les appelle réservistes de Ouazalendo. Pourquoi ce scepticisme que vous aviez? Merci beaucoup. J'essayais seulement d'analyser la situation dans son ensemble. Oui. Il y a un côté blanc et un côté noir quelque part. Donc si nous prenons seulement d'un seul côté et nos analyses, ou soit on risque de se concentrer sur quelque chose demain, ça peut parce que le M23 a été défait en 2013. Aujourd'hui, nous parlons encore de M23. Pourquoi? Parce qu'on a été beaucoup plus victorieux et on était distrait sur notre victoire, oui. On a été triomphaliste. Mais finalement, l'ennemi est revenu sous un autre format. On a été pris dans notre propre piège. Les Ouazalendo, ce qu'ils sont en train de faire, d'abord, c'est reconnu même par la loi que la population peut se prendre en charge au moment où il se sent en insécurité. C'est normal. Ça s'est fait aussi en Angola. Il y a les civils qui étaient là, encadrés au moins par les militaires, qui avaient comme rôle de donner les informations. Au besoin même, les autres étaient en train d'aller au front pour combattre, pour récupérer les territoires. Les Ouazalendo, ce qu'ils ont fait là, c'est bien, parce qu'ils ont au moins repoussé le M23. Mais le côté que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que ces groupes-là n'est pas encadré par les gouvernements. Ces groupes est renforcé à munitions ou à logistique par qui? Qui équipe ces groupes de Ouazalendo? Parce que le M23, c'est un groupe armé connu depuis des années. On connaît qu'ils sont entraînés, surentraînés, ils sont les guerriers. Mais dire seulement un groupe d'autodéfense, aujourd'hui ils ont commencé, ils ont repris. Qui leur a appris à manipuler les armes lourdes, par exemple? Voilà. Vous ne vous réveillez pas aujourd'hui à Colosi, un citoyen lambda, et vous commencez à manier une arme lourde. Contre un groupe armé que notre propre armée est en train de lutter depuis longtemps. Oui. Mais un groupe de civils est entré là-bas quelques jours après. Bon, moi, j'ai mis mes réserves. Si on n'arrive pas à encadrer ces Ouazalendo, demain, le même Ouazalendo pourrait se taper la patrie qu'on a au moins essayé avec les M23. On peut aussi essayer avec la force régulière du gouvernement. Donc, ce que j'avais demandé, c'est que le gouvernement puisse se saisir vite de la situation, de prendre ces groupes de Ouazalendo, de les mettre du côté de notre force armée, que ça soit il faut les contrôler. Oui. Les contrôler définitivement. Merci. Toutes les actions de Ouazalendo doivent être connues, coordonnées par le gouvernement. Que ces gens-là soient comme les informateurs du gouvernement, un groupe qui travaille aux côtés du gouvernement et non un groupe isolé. Parce qu'à l'Est, il y a plusieurs groupes. Chaque groupe travaille de sa manière. J'ai peur qu'après quelques jours, quand ils vont conquérir quelques territoires, un espace donné, ils vont se dire aussi, non, bon, écoutez, nous allons contrôler. Parce que quand ils sont là, c'est eux qui vont mettre la loi là-bas. Ils vont commencer à creuser de l'or. Ils vont commencer à contrôler les civils. Si le gouvernement ne s'implique pas à reprendre vite la situation et on les laisse la main libre, ils arriveront à se retourner contre nous. Merci. Donc, Joël. Oui, l'action, oui. Je salue l'action, mais cette action doit être encadrée parce que nous reconnaissons dans notre pays l'unique armée régulière, les FARDC. C'est tout. Tout ce qui doit être fait, ça doit être fait par lui ou avec lui. Vous comprenez? Merci. Si il est mis, notre armée est mise à côté et que la population civile se prenne en charge,
contrôle certaines parties, ça ce sera un danger pour la République. Avant de donner la parole à Christian Michi, un peu rapidement, Crispin Salomon, on voit ces jeunes gens habillés des tenues de l'armée. Comment peut-on expliquer? Nous ne sommes pas des experts militaires, mais... Bien sûr, je voudrais dire ici d'abord, je salue la bravoure et la détermination de ses compatriotes. Et je voudrais dire à notre ami Joël, les Wazalendo ne sont pas un groupe armé, non. Wazalendo, c'est un mot swahili qui signifie seulement patriote. Donc, ce sont des populations de ces villages et de tous les villages environnants qui ont compris qu'ils ont beaucoup supporté en termes d'insécurité de tous ces Rwandais qui les ont assiégés et qui se sont pris en charge pour revendiquer leur droit de survie chez eux. Ce sont des citoyens congolais de tous ces territoires-là. Ce n'est pas un groupe armé. Là, c'est une précision de taille. Aussi, je n'ai pas dit que c'est un groupe armé. Non, mais lorsque vous pensez... Cette population peut se transformer en un groupe armé. Puisque d'ailleurs... Non. Ces compatriotes-là ne peuvent pas se transformer en groupe armé. D'ailleurs, partout là... Non, mais le groupe, les M23, ce ne sont pas des Congolais. On va vous redonner la parole. S'il vous plaît. Les M23, ce sont des Rwandais connus de tout le monde. Ce ne sont pas des Congolais. Là, je ne veux même pas entendre parler. Puisque ce ne sont pas nos compatriotes. Non, mais... Alors, s'il vous plaît, ces Wazalendo, partout là où ils passent, ils demandent aux forces de sécurité et de défense, à la police et à l'armée et à l'administration de la RDC de reprendre leurs activités. C'est ce qu'ils font. Bien sûr, bien sûr. Je suis tous leurs communiqués chaque jour. Lorsqu'ils arrivent quelque part, ils demandent aux forces de sécurité Il y a donc plus de peur que de mal. Mais bien sûr, ce sont des citoyens qui vivent là-bas dans leur coin. Donc ici, tout ce que nous allons, nous, demander au gouvernement de la République, c'est de le soutenir et surtout de les encadrer. Puisque ici, ce sont des compatriotes qui se sont engagés à défendre la patrie et la République doit les soutenir et les défendre également. Ce ne sont pas des hors-la-loi. Si on peut les appeler réservistes, entre guillemets, ce serait une très bonne chose, puisque aujourd'hui, la situation, ce qui a fait que ces compatriotes puissent se réveiller et se révolter, c'est le fait qu'ils ont enduré. Je rappelle à notre ami ils sont en train de violer le cessez-le-feu. Non, mais quel cessez-le-feu? Quel cessez-le-feu? Le cessez-le-feu concerne les populations civiles qu'ils sont. Non, je crois qu'ici, j'ai fini. Notre cher frère Joël, les M23, ces Rwandais de M23 n'ont jamais été vaincus. Par contre, nous avions fait des concessions qui ont fait qu'aujourd'hui notre armée s'est affaiblie, puisque nous avions pris citoyens rwandais, ougandais, burundais, nous les avions mis dans notre armée. Donc, ici, nous saluons avec courage ces compatriotes Wazalendo et nous les soutenons. Nous prions même pour eux, pour que même par eux, que la paix revienne dans notre pays. Voilà. Christian Michi, allez-y, Christian. Merci beaucoup. Je garde mon énergie pour la campagne électorale. Alors, je ne peux pas entrer dans les débats. Qu'est-ce que ça signifie? Soi-disant. Il y a des choses qu'on doit dire pendant la campagne électorale. Justement. Je voulais revenir sur un fait parce qu'on n'a pas vraiment conclu les premiers points. Parce que nous devons comprendre. Ce que je voulais dire à la population congolaise, c'était quoi? L'objectif de l'état de siège, c'était qu'il y avait l'insécurité à l'Est. Il fallait restaurer la paix. Avant d'alléger, il fallait qu'on se rassure. Est-ce qu'on a restauré la paix ou pas? C'était ça l'objectif. Donc, ce que M. Crispin est en train de dire là, il est en train de faire plaisir à ceux qui les regardent à la maison. Et maintenant, par rapport aux Wazalendo, les Wazalendo, comme M. Crispin l'a dit, ce sont les groupes d'autodéfense. Ils ont commencé depuis longtemps. Depuis l'agression des 98, ils ont commencé à se défendre contre les groupes armés de l'agression. Ils ont une certaine expérience. Exactement. Ils défendent, donc dans leur territoire où ils habitent, les groupes, par exemple les rébellions et autres agressions n'arrivent pas dans leur contrée. Ils se défendent, c'est une autodéfense des groupes, des villages environnants des Lituri et du Nord Kivu. Maintenant, ces Wazalendo, tous nous les encourageons, on est contents du fait qu'ils sont en train de faire un travail à la place. Joël Ndondi émet des réserves. Je suis d'accord avec lui. Il a totalement raison.
Mais laissez-moi aussi acheminer mes idées, afin que je puisse rencontrer les idées de M. Joël. Alors, pour une fois. Pour une fois, oui. Oui, allez-y. Allez-y, oui. Merci beaucoup. Alors, ces groupes d'autodéfense, ils sont de défendre la cause de notre patrie. Parce que dans notre constitution, il est dit ceci, chaque Congolais a le devoir de défendre sa patrie en cas d'agression extérieure. Nous les encourageons. Dans notre constitution. Quel article? J'ai oublié l'article. J'ai juste pris, j'ai fait une analyse et puis oui. Ça doit être l'un de l'alinéa de l'article 64. Exactement. Alors, ces groupes armés, parce qu'ils se sont constitués maintenant en plusieurs groupes et ils ont créé ce qu'on appelle force de défense, quelque chose comme ça. J'ai oublié les noms. Oui. J'ai oublié. Maintenant, là où moi je me pose la question, c'est quoi les rôles de notre armée en ce moment? Le président a vanté notre armée est en train de monter en puissance. L'armée qui monte en puissance, 40 000 jeunes qui ont adhéré dans notre armée, oui. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils sont en train de regarder des civils en train de se défendre la nation, mais notre armée est en train par contre, en même temps, ils les empêchent d'accéder dans d'autres endroits parce qu'ils disent qu'ils doivent respecter qui les empêche? Bon, ça c'est... Allez-y, concluez rapidement. Il y a des choses qui se passent dans cette histoire. Je suis d'accord avec mon compatriote, M. Joël, il a dit ceci. Du fait qu'on laisse le plein pouvoir à ces gens-là, un jour, ils peuvent dire que nous sommes battus pour notre contrée et ces contrées ici sera dirigé par uniquement les Wazalendo. Donc, ce sont des choses que déjà l'État doit maintenant contrôler. S'il faut les encadrer, c'est en ce moment qu'on doit les contrôler et les encadrer. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est du fait que en ce moment, ils ont pris de l'ampleur que notre armée. Donc, les pouvoirs en place doivent faire en sorte que on est en train d'acheter les armes. On a déjà enlevé l'embargo sur les armes et autres. Vous avez une minute pour conclure, allez-y. Ok, il faut maintenant que notre gouvernement puisse entrer en action et récupérer maintenant Bunagana et faire en sorte que la paix soit restaurée comme c'était l'initiative de l'état de siège. En ce moment, c'est une occasion de profiter que notre armée puisse prendre relève au niveau du Nord Kivu. Parce qu'en ce moment, l'armée ne fait pas son travail. Merci, Monsieur Christian Amissi. Nous rappelons que vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République, un peu coiffé du sombrero comme le président national lui-même. Oui, justement, allez-y rapidement en conclusion. Oui. Je conclue juste en disant que ces compatriotes doivent être soutenus et particulièrement, bien sûr, encadrés par les forces loyalistes, puisque c'est une occasion aujourd'hui. Si ces compatriotes Wazalendo se sont donné le courage de défendre la patrie, l'armée doit suivre derrière pour que une seule fois nous puissions maintenant en finir avec cette question d'agression rwandaise et même d'autres forces négatives. Non mais les organisations internationales demandent une solution politique. Nous nous en foutons de ces histoires-là. Oui. Je dis bien, nous les Congolais, nous nous en foutons de ces fameuses organisations hypocrites. Oui. Nous n'avons rien à voir. Ça fait des millions de compatriotes qui sont déjà décédés dans cette question. Plus que le génocide rwandais. Plus que le génocide rwandais, dont ils en parlent jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que nous, Congolais, n'avons rien à voir avec. Donc, nous devons nous assumer et le gouvernement doit s'assumer en tant que tel. Donc, arrêtons avec l'hypocrisie de cette fameuse communauté internationale. Agissons et défendons notre patrie. Voilà bien, merci bien Crispin Salomon. Nous rappelons que vous êtes cadre de l'Union sacrée dans la province du Lualaba. Joël Ndonji, en conclusion, comment faudra-t-il en tout cas approcher cette question de l'insécurité à l'est de la RDC? Quelle est la solution, le coup de bâton magique qu'il faut donner sur cette situation? C'est compter par soi. Je crois que le Wazalendo nous a montré un exemple qu'on peut faire quelque chose en étant nous-mêmes. Moi, j'ai été toujours Congolais et j'admire que nos réussites et nos échecs viennent de nous-mêmes. Si nous-mêmes nous commençons quelque chose et que nous échouons, nous allons assumer d'assumer les échecs nous imposés par la communauté internationale. Personne ne nous aime que nous-mêmes. Le gouvernement doit s'assumer, il doit prendre ses responsabilités, oublier comme si les autres existent. C'est mettre dans une situation où vous êtes seul dans un trou, vous vous battez pour sortir dedans. Donc moi je crois qu'avec ça nous allons réussir.
Merci bien Joël Ndondje. Nous rappelons que vous êtes président national du parti Renouveau, un parti de l'Union Sacrée. Merci à Crispin Salomon qui est cadre de l'Union Sacrée au Lualaba. Merci aussi à Christian Amici qui est cadre du parti Ensemble pour la République, un parti d'opposition en République démocratique du Congo. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de rester avec nous.